Aujourd'hui, nous parlons de ce conte de Noël classique en comics de Chris Claremont, John Byrne et Terry Austin, sorti en mars, et donc pas pour Noël, ça commence bien, en 1981, et surtout jamais paru dans Special Strange. Qu'est-ce qu'on les aime, nos éditions lyonnaises? C'est du sarcasme. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Razak. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. L'histoire commence sur les chapeaux de roue avec un flashback sur l'Uncanny X-Men 96, épisode lui aussi jamais publié dans Special Strange, et que Semic avait daigné nous proposer dans son album des X-Men, appelé Adieu Épervier. Enfin, à proposer avec une grosse censure sur les scènes violentes, c'est dire si c'est aussi utile qu'un ministère de l'écologie. Bref, au début de cette histoire, on voit la plantureuse Tornade aux exaspérantes rotondités combattre avec abnégation les démons Ngaré sur le terrain de l'Institut Xavier, où pour une raison quelconque et surtout non expliquée, il y avait un cairn, vous savez, ces grosses pierres genre dolmen comme un Karnak, et donc il y a un cairn qui servait de portail vers leur dimension. Le cairn a été détruit, mais apparemment ce n'était pas suffisant pour anéantir le portail, car une créature ressemblant à l'extraterrestre du film Alien s'échappe et commence à tuer des gens, à commencer par un couple cherchant à abattre un sapin de Noël. Revanche de la nature. Puis l'histoire revient dans le présent, au X-Mansion, où on voit le professeur Xavier apprendre à Kitty Pryde les procédures d'allumage du Blackbird. Et en quoi c'est intéressant? Eh bien, attendez, on va vous le dire, soyez pas impatients comme ça. Les X-Men ont tous des projets pour le réveillon de Noël, Kitty restant seule à la maison, et c'est là qu'on apprend qu'elle est juive. Vous êtes juive? Et du coup, elle s'en bat les steaks de Noël. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Serval a amené sa petite amie Mariko Yashida pour rencontrer le professeur X, et quand Diablo lui fait un bisou bien inoffensif d'accueil et sans la langue, notre gris fou, un tantinet susceptible, devient fou et essaie de le tuer. On sent bien qu'il a les boulettes qui lui remontent. Il est intéressant de voir Wolverine, ou Serval, quand on est un ancien on dit Serval, reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son comportement. Ah! Ça ne tourne pas rond dans sa petite tête, des fois il a des drôles d'idées. Et là, on commence à voir un début de changement dans son attitude, puisque dans ses premières rages de Berserker, au début de la saga, il n'avait jamais reconnu qu'il faisait quelque chose de mal, voire de nocif pour la santé d'autrui. Toutefois, cette scène est ridicule, et bien éclairement, on dit a posteriori qu'ils avaient été obligés de faire cette scène suite à un ordre de Jim Shooter, et oui, encore lui, qui voulait montrer que Logan était une bête sauvage. Et oui, toujours le Jim Shooter. C'est un sale con! Les deux artistes ont tous les deux trouvé ridicule cette idée, mais face au boss, c'est comme sauter sans parachute, tu t'écrases. C'est aussi la première fois qu'on constate que Kitty a les ovaires qui chauffent, car elle colle un smack à ce puceau de Peter, chose dont nous a privé Lug. Et regardez cette grande asperge de Popov. Il dit pas non le bougre, La gamine lui met visiblement le kiki tout dur. Pour en revenir à l'histoire, les X-Men sortent tous, laissant Kitty seule à la maison. Bon, mais ça reste un point de détail, comme le disait le borgne féru d'histoire nommé Jean-Marie. Comme Kitty se fait suer comme un rat mort, je n'ai jamais compris cette expression, elle fait un exercice d'entraînement dans la salle des dangers jusqu'à ce qu'elle soit alertée par une intrusion provenant de l'appartement mansardé de Tornade. Elle monte de façon subrogative à l'étage pour trouver la lucarne brisée et une monstruosité hideuse prête à attaquer. Une poursuite s'ensuit avec Kitty essayant de déjouer le monstre en utilisant ses pouvoirs de phase, mais il s'avère que non seulement le Ngaré est capable de raison, contrairement aux gens sur Twitter, mais il peut aussi la blesser, même pendant qu'elle est en phase. Incroyable. Kitty le conduit dans la salle des dangers, où elle utilise la pièce pour l'attaquer, mais le monstre a la carcasse aussi dure que ma belle-mère, et il survit. Heureusement, Kitty a récemment vu un film qui n'est pas cité directement, mais on comprend tout de suite qu'il s'agit d'Alien sa mère, et il pourrait apporter la solution à son problème. Déterminée comme les Boches en 1940, Kitty conduit le Ngaré égaré, c'est-à-dire jeu de mots, C'est-à-dire pas compris? dans le hangar où elle utilise les procédures d'allumage du Blackbird qu'elle apprenait commodément au début de la bande dessinée pour l'incinérer avec le jet du Blackbird. Les X-Men reviennent vers minuit et le professeur Xavier a amené les parents de Kitty en tant que surprise spéciale. À minuit, parce que la scène se passe bien à minuit, j'insiste. Bon, admettons, ce qui ne tient pas la route, c'est que Kitty se soit calmée aussi vite après avoir tué un démon aussi affreux. C'est pas crédible. Tu peux pas tester. On se contente de nous expliquer en conclusion que cet épisode est comme une sorte de test de rite de passage pour Kitty. C'est un peu suspect. Je vois mal Xavier organiser cet exercice pour Kitty en laissant un démon venir l'agresser, ou alors le Vioc a les chromosomes qui se touchent et il veut vraiment se débarrasser de la gamine. Certains fans de la série pensent que cela montre à Kitty l'importance de toutes ces sessions d'études et de formation ennuyeuses, et qu'être un X-Man est une affaire sérieuse. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Cela sert également de justification préventive pour expliquer pourquoi une fille pubère est autorisée dans une équipe adulte. Il est évident que les scénaristes voulaient établir rapidement qu'elle n'était pas juste un boulet ou une suiveuse pour les X-Men. À chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre.
Mais c'est bancal. Et tout est bancal dans cette histoire de Byrne et Clermont. Pourquoi Kitty a-t-elle été laissée toute seule? Même si elle ne fête pas Noël, on ne laisse pas une gamine comme ça toute seule dans un gigantesque manoir aussi stratégique. C'est à la cuisine. Et puis comment un démon Ngaré a-t-il réussi à pénétrer à nouveau dans le domaine du manoir? Mais faisons fi de cela pour nous concentrer sur le conte en lui-même. Tout comme avec Macaulay Culkin, il s'avère rapidement que Kitty n'est pas vraiment seule à la maison, mais la menace à laquelle elle est confrontée est un petit peu plus redoutable qu'une paire de cambrioleurs maladroits. Et grâce au script cinématographique bien maîtrisé par les deux auteurs, on se rend compte rapidement que cela ne sera pas une gentille histoire de Noël pour Kitty, puisque dès le début de l'histoire, deux jeunes mariés enthousiastes se rendent en forêt pour abattre leur premier sapin de Noël et finissent éventrés par l'alien. On est donc bien là, dans les codes du film d'horreur. Non. Et moi, j'adore ça. Et c'est là que toute la référence à Alien entre en jeu. Le démon Ngaré qui fait éruption dans le manoir ressemble remarquablement au xénomorphe d'Alien. Je pense que ça ne vous aura pas échappé. Ah bah maintenant que tu le dis... Byrne a avoué qu'il pensait que s'il dessinait l'alien de la bonne manière, il espérait que personne ne ferait le rapprochement. Naïf le pépère. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Par contre, il ignorait que Clermont ferait l'allusion au film Alien à travers les propos de Kitty dans l'une des scènes. Byrne a également avoué qu'il avait dessiné Kitty en tant que jeune Sigourney Weaver. Ce n'est donc pas vraiment une histoire de Noël, car les signes extérieurs d'une telle histoire de Noël sont rapidement rangés au placard pour nous montrer Kitty jouer le troisième acte d'Alien à l'intérieur de la X-Mansion. Et puis les auteurs nous préviennent dès le titre que ça risque de ne pas être une histoire de Noël, rien qu'en appelant le récit Démon. Pas très festif tout ça. En fait, il n'y a qu'à regarder la date de couverture du numéro pour voir qu'il s'agit d'une publication prévue pour mars, et puis le fait même que la petite Kitty soit juive exclut donc un conte de Noël. Côté art, il n'y a rien à dire, Byrne dessine ici le dernier numéro des X-Men sur lequel il a travaillé avec Clermont. Il fait un travail merveilleux pour rendre les Ngaré effrayants. Il jette le monstre dans une ombre profonde, tord son anatomie dans des formes qui ne semblent tout simplement pas correctes, et le dessine menaçant au-dessus de Kitty, même s'il est difficile de nier la similitude avec l'ennemi de Sigourney Weaver. Clermont, lui, s'en bat les steaks de la ressemblance et assume totalement cette référence effrontée à la culture pop. Le récit reconnaît explicitement l'influence, comme quand Kitty pense qu'un lance-flamme serait utile pour niquer la bestiole comme dans le film. Mais après tout, on s'en bat les steaks, nous aussi, de cette copie du monstre d'Alien. C'est un excellent épisode des X-Men, et j'en veux à la censure catho-bolchevique de Luke de nous avoir privés de cet excellent épisode juteux. Ainsi, cher ami lecteur amateur des X-Men, de la grande époque des dieux Clermont-Byrne, vous pouvez retrouver cette ultime collaboration des deux artistes dans l'intégrale Panini 1981 qui vous fera plaisir aux yeux mes belettes. Une très bonne histoire juteuse. Juteuse à dévorer sans modération. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Non, appelle remplacé. Appelle remplacé. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine.